Alors, bonjour à tous et merci de cette invitation. Merci de m'offrir cette découverte parce qu'effectivement, je ne connaissais pas votre club, donc c'est très intéressant pour moi. Oui, plus fort, pardon. Et oui, donc pour moi, c'est une découverte. Je ne connaissais pas le club et ça me semble fort intéressant. Et, hum, et je commence un peu avec des images. Je ne sais pas si c'est partagé avec ceux qui sont voilà, en ligne, un peu parce que forcément, je dois présenter l'institution pour laquelle je travaille et qui conserve pas mal de films et qui fait un travail de restauration, numérisation, etc. Donc, il va falloir passer par cette présentation qui sera rapide, mais je mets bien l'idée de vous donner un peu un aperçu visuel aussi de ce qui est la Cinémathèque de Toulouse. Donc, la Cinémathèque de Toulouse est une association 1901. Donc, elle est indépendante, même si elle est d'intérêt public. Donc, elle a des soutiens publics. On a le CNC, la ville, le département et la région qui sont nos tutelles. Mais par contre, on a une certaine autonomie. Et donc, on a deux sites. Le site, la vitrine, le site où on a la salle de projection et les expositions, et qui est à la rue du Thor, et le centre de conservation et de recherche qui est au-delà du périphérique, mais tout proche de Toulouse, donc à Balma, juste en face de Bois Merlin. C'est un peu moins chic comme localisation, mais tout à fait intéressante parce que ça nous permet de conserver dans un bâtiment moderne des documents qui nécessitent certaines conditions de conservation, humidité et température. Donc, voilà. Pourquoi et pour qui une archive? On se pose la question aussi sur le site. On se pose vraiment toujours cette question quand il est question d'archives. Pourquoi conserver? Pour qui conserver? Comment conserver? Donc, bien sûr, hein, parce que les films, les affiches et tous les documents qu'on peut trouver autour du cinéma sont des supports très fragiles et il faut les conserver à certaines conditions. Les films en particulier, les films en argentique sur un support argentique, donc ils peuvent être les plus anciens sur un support nitrate et les moins anciens sur du triacétate, subissent des dégradations qui sont d'ordre chimique, photochimique. Et donc, il nécessite vraiment des conditions spéciales de conservation. Donc là, ce que je vous ai mis sont des photographies qui montrent, effectivement euh, les dégradations possibles, les collures, l'état du magnétique, des moisissures, etc. Et ce qui donne sur l'image parfois des résultats très esthétiques, très particuliers euh, d'un point de vue visuel. Euh, les affiches aussi, et pour nous, sont l'objet de restauration et ensuite de numérisation. Donc là, vous avez une affiche de Mistinguett qui est un 3 morceaux qu'on a récupéré, qui était dans une caisse conservée chez un particulier. Et ben, ça a coûté énormément d'argent, mais on l'a restauré, collé sur du papier neutre, etc., avec des cols neutres et maintenant on peut l'exposer cette affiche. Donc,
le cinéma est vraiment une histoire de destruction. Donc, il y a des étapes, des moments qui ont représenté vraiment des destructions massives de films. Là, je me concentre surtout sur les films. Donc, il y a le moment où le cinéma réunit ses origines foraines. Et donc, voilà, dans les années 20, 30, on commence à avoir presque honte de ce qu'on faisait dans les années 10. Il faudra des années, des décennies avant de redécouvrir les Méliès, les Lumières, etc. Il y a dans les années 30 le rejet du muet et donc énormément de cinéma muet qui est mis vraiment à la benne. L'abandon du nitrate, parce qu'on passe du nitrate au triacétate et donc là aussi la pellicule a été recyclée, on a fait voilà, des objets divers d'usage courant. Et aujourd'hui, on est à une énième révolution technique qui portera des destructions avec elle, qui est le passage au tout numérique, sans doute. L'aventure de Cinémathèque, c'est toujours une longue aventure. Il y a des cinémathèques très importantes comme la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Belgique, le MoMA de New York, le BFI à Londres, etc. Ce sont des archives qui se sont constituées dans les années 30 parce que justement, on avait conscience du fait que le cinéma muet était sur le point de disparaître. À Toulouse, l'aventure commence plus ou moins dans les années 50 où un groupe de passionnés, parmi lesquels Raymond Borde, commence à collecter des films en les achetant au marché aux puces, chez les casseurs, parce qu'il y avait des casseurs, des gens dont le métier était de casser en 3 morceaux avec 3 coups de hache, des bobines enroulées en spirale, les rendant complètement inutilisables, parce que c'est l'industrie qui veut ça. Et il faut détruire les vieilles copies pour qu'il y ait toujours de la demande pour des nouveaux films. Et voilà, on a commencé avec des sacs et des étagères ou l'engloire des baignoires pour arriver à des équipements modernes qu'on a aujourd'hui et qui nous permettent de faire un travail vraiment admirable d'un point de vue de la conservation. Et ça concerne le film comme le non-film, bien entendu. Donc, on peut voir un peu les installations d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 50 000 copies inventoriées, plus tout ce qui n'est pas encore inventorié. Il y en a beaucoup sur lesquels on a encore du travail à faire. 100 000 affiches à peu près, ce sont des estimations et un demi-million de clichés photos. On a aussi des archives. Donc, on a toute la collection bibliothèque qui est à la rue du Thor, ouvrages, archives, revues et pressbook. On a aussi des archives papier, donc des réalisateurs, de groupes de cinéastes indépendants, de producteurs, etc., des dessins, des costumes, et ainsi de suite, objets de pré-cinéma et appareils. Voilà. Donc, ça, c'est la richesse de Toulouse, à Toulouse est peu connue. La Cinémathèque de Toulouse est presque plus connue à l'international que localement. Et notre objectif aujourd'hui est de tout faire pour ne pas devenir un mausolée. C'est-à-dire que le film, les affiches, etc., on peut les conserver très bien
hygrométrie constante, température constante, etc. Mais en les laissant sur des étagères, ben, elles vivent de leur belle mort. Elles vivent tous ces archives, mais elles sont pas, elles profitent pas au public, elles ne sont pas vues et donc elles n'ont pas de vie. C'est vraiment ça. Donc, ce qu'on fait, c'est essayer de faire vivre nos lieux. Là, par exemple, vous voyez la bibliothèque avec des lectures théâtrales faites par des élèves du conservatoire. On a des spectacles de ciné-concert. On a des sites dans lesquels on met en ligne des films, qui sont des films, surtout des films amateurs, films de famille, mais aussi des films d'entreprise, des films publicitaires, etc., pour lesquels on n'a pas de problème juridique, pour lesquels les problèmes juridiques sont réglés, et qui nous permet de valoriser ces films qui sont difficilement montrables en salle. Et voilà, on continue. Si vous explorez notre site, vous aurez énormément d'éléments et de mini-sites ou de liens pour explorer nos collections. Et là, j'arrive enfin à la question de la restauration, de la numérisation des films, en me posant bien entendu la question du pourquoi, du pour qui et du comment. Alors, on évoquait la satisfaction de regarder, voir un film ancien qui est en bon état, sans nous poser des gênes visuels, etc. Ben, sachez que pour faire ça, c'est un long travail. Parfois, ça prend des années, des longues années. Donc, voilà, ce qu'on fait, c'est visionner. Alors, si on décide, par exemple, de restaurer un certain titre, un film, mettons, d'il y a 100 ans, je peux prendre un exemple, c'est un film de Musidora, qui est la 3e femme française à devenir cinéaste. Donc, il était une grande vedette de musical. Elle s'exhibait, elle était la star. Elle a interprété Les Vampires de Feuillade, donc un feuilleton qui était très, très répandu. Je ne sais pas si vous la voyez, Musidora, dans sa combinaison noire moulante, montrant toutes ses formes au début des années 10. Elle a fait fantasmer pas mal de spectateurs, tous les surréalistes l'ont choisi comme muse, etc. Voilà, donc on a choisi ce film a 100 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On visionne les copies, on contacte les partenaires, on recherche les éléments du même film. On va voir auprès de la Fédération des archives internationales du film s'il y a d'autres copies. On recherche les ayants droit, parce que c'est quelque chose de très important, et on demande des aides pour arriver à restaurer un film, parce que restaurer un film a un coût important, très important. Et donc, le CNC aide souvent à effectuer ces travaux. Et enfin, on fait les travaux de restauration. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à la base pour restaurer un film? Quand on peut, on part des négatifs sur support argentique. Les films, à l'origine, étaient, comme les photographies, vous êtes un peu au courant, peut-être les plus jeunes, moins, mais voilà. On partait de la pellicule négative qui était impressionnée dans la caméra et puis développée. Et enfin, il y avait un tirage positif qui donnait origine aux copies qui étaient distribuées dans le circuit
Voilà, donc on part quand on peut du négatif sur un support argentique. Là, je vous ai fait des exemples, deux exemples très intéressants. Ce sont deux scènes d'un film de Fernando Arrabal, Viva la Muerte, qui est un film sur la guerre d'Espagne et qu'on vient de restaurer à Toulouse. Et, et donc là, on voit deux séquences très différentes parce que Arrabal a tourné en pellicule, mais certaines scènes qu'il voulait très oniriques, il y avait des fantasmes de ce garçon qui est le protagoniste, étaient filmées en vidéo. Donc, il a filmé en vidéo et puis il a fait un kinescopage, c'est-à-dire il a enregistré sur pellicule ce qu'il avait tourné en vidéo. Donc, il y a dans le négatif, qui est le négatif original monté, des plans, des scènes qui ont des défauts typiques de la vidéo et qu'il ne faut pas corriger. Donc voilà, c'est un peu, là c'était un peu le défi d'arriver à numériser et puis corriger les plans tournés normalement et corriger moins et corriger seulement les problèmes qui étaient sur la pellicule, tout en respectant les défauts qui étaient à la base de la vidéo. Là, donc, là, par exemple, c'est le film dont je vous parlais, pour Don Carlos de Musidora. Donc là, vous voyez aussi Musidora qui interprète, parce qu'elle était réalisatrice et actrice. Et là, donc, vous voyez deux copies différentes. Donc, ce sont vraiment une copie de distribution qui vient de la Cinémathèque de Toulouse et une copie de travail qui vient de la Cinémathèque française. Il y avait deux caméras qui filmaient et donc Musidora utilisait pour la version française un négatif caméra et pour la version étrangère un autre négatif caméra. Donc, quand on veut reconstituer un film qui est lacunaire dans deux copies, on mélange les copies et on fait quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction plus que de la restauration. Et là, par exemple, je vous ai mis des exemples de teintage parce que la pellicule à la base peut être en noir et blanc, mais elle était dans les années 20 aussi teintée. La pellicule a été plongée dans des bains de couleurs et donc on utilisait le bleu pour dire que c'était la nuit ou le rose pour dire que c'était l'aube, etc. Et alors, le numérique, l'avantage du numérique par rapport à l'argentique, c'est qu'il peut très bien reproduire certains de ces couleurs-là, de ces teintages. Et après, pour restaurer un film, on se base aussi sur tout ce qui est archives d'ordre différent. Donc, pas film, mais archives papier. Les scénarios, les manuscrits, etc. Factures de laboratoire, les correspondances pour savoir combien durait le film à la base et si on a vraiment tout le film. Et ensuite, on fait le choix des techniques de restauration. À la base, on peut encore restaurer un film en argentique ou bien choisir le numérique. On prépare les éléments. Donc, vous voyez un peu comment on peut se présenter un film très ancien, avec des cassures, avec des perforations complètement arrachées. Donc, pour passer dans un scanner et pour le numériser, ça complique énormément le travail. Donc, on le prépare, on reconstitue les manchettes, on refait ça avec du scotch, etc. C'est un travail très minutieux et très difficile. On peut être obligé de réhydrater ou d'assécher
selon si la pellicule est sèche ou gorgée d'eau. Et ensuite, on choisit des techniques de restauration. Donc, on peut avoir le scanner à sec, le scanner à immersion qui permet d'éliminer des rayures ou des taches, etc., mais qui nous fait perdre un peu en définition. Là, vous voyez par exemple un exemple de, je vous ai donné le mauvais fichier, c'est pas grave, un exemple de film qui présentait quand même du flou à la base, comme un tirage. Et voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de mon PowerPoint. Ce que pour moi est essentiel à vous dire est ce qui est essentiel à vous dire est que le numérique ne règle pas tout. Comme vous le disiez, la copie argentique, l'original, est ce qui est essentiel à conserver et à bien conserver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut scanner un film en 2K, 4K. Hier, c'était un SD ou un HD. Demain, ça sera 8K. On ne va pas reprendre la copie numérique qu'on a fait aujourd'hui ou qu'on a fait hier pour la upscaler numériquement. On va reprendre l'original parce que les machines auront évolué, parce qu'on sera capable de faire des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire, parce qu'il y aura un capteur qui arrive à capter la couleur beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et donc, on reviendra toujours à l'original. Ce qu'on a un peu oublié autrefois, quand on avait des nitrates, souvent les cinémathèques faisaient des copies en triacétate et puis ils brûlaient le nitrate. Et donc, on n'a plus les originaux et on a justement des recadrages, des problèmes de non-respect du format d'origine ou bien on a des copies noir et blanc de films qui étaient à la base coloriés. Et c'est ce qui est vraiment très dommage. Donc, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est bien conserver le format d'origine et faire au mieux pour restituer une copie numérique qui soit respectueuse de la volonté de base du réalisateur, mais pas trop propre. Voilà, là je vais un peu à l'encontre de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'un film comme celui-ci, donc je le mets alors là on voit les deux copies, une de la Cinémathèque de Toulouse et l'autre de la Cinémathèque française. On voit que la copie de la Cinémathèque de Toulouse est lacunaire. On reprend la copie de la Cinémathèque française. Là, on comprend ce qui se passe. Et voilà. Je vais un peu vite. On va arriver à... Voilà. Là, c'est la restauration. Donc, on retrouve la couleur qui était à la base. On a un peu nettoyé, on a éliminé des rayures, etc. Mais certains défauts sont restés. Franchement, si on proposait un film de ce genre-là, un ciné-concert, parfait, sans une seule tache, sans une rayure, sans une collure visible, rien, on se dirait, on dirait qu'il a été fait hier, mais il est complètement dépassé, démodé, il vaut rien, il n'a pas le rythme auquel on est habitué, etc. Si on ne garde pas la trace du temps sur le film,
on ne pourra pas l'apprécier vraiment parce qu'on n'aura pas ce recul. On ne se dira pas, ce film a 100 ans. Ce film a été réalisé il y a 100 ans avec une culture différente, un regard différent et aussi une habitude à la narration qui était différente. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple des cartons qui ont une numérotation. Il y a marqué 2019 sur le côté droit. Et ça, c'est pour marquer que ce carton a été reconstitué et qu'il n'était pas dans la copie à partir de laquelle on a fait la restauration. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaie de travailler entre respect et amélioration et surtout gommage des signes du temps qui est passé sur la pellicule. Tout ça a un coût, peut se faire ou bien dans les laboratoires internes des cinémathèques, par exemple les archives françaises du film du CNC. Nous, on est équipés avec des beaux outils numériques. On a un scanner, on a des postes restauration et pour l'étalonnage. Mais on a aussi parfois recours à des laboratoires professionnels qui sont surtout sur Paris, souvent sur Paris. On se demande pourquoi. et qui effectivement ont la possibilité de faire un travail admirable, très cher, arriver au retour sur pellicule de la restauration. Donc, on peut conserver sur pellicule négative la restauration. Et donc, le coût d'une restauration d'un long métrage peut aller là, ça dépend d'une fourchette. Disons entre 45 000, 45 000 euros et 140 000 euros. Voilà, à peu près. Ben, ça dépend d'où on part. Parce que si on part d'un négatif image monté et il faut juste le scanner, nettoyer un peu et voilà, et faire l'étalonnage, voilà, c'est une chose. Si on doit reconstruire à partir de 3 copies un nitrate qui s'effrite entre les mains et qu'il faut préparer, mettre sous cloche, scanner image par image lentement parce que sinon elle s'abîme, etc. C'est très variable. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que trop restaurer un film, c'est un petit peu le détruire, enfin, oui, le faire mourir une seconde fois un peu. Hein. Mais pourtant, je me rappelle avoir regardé des séquences, c'est pas des films, mais des séquences où on voyait, par exemple, les gens en 1900 visiter l'exposition universelle, où on remet les images dans le rythme de façon que les gens ne marchent pas de façon saccadée. Il n'y a plus de rayures, les tons de gris, de noir, tout ça sont bien sensibles. Ça fait revivre complètement l'époque aussi. Oui, mais il faut faire très attention parce que moi, j'ai vu des images soi-disant restaurées, regardées, magnifiques, ouais. Colorisées, oui. Recolorisées sur Internet avec des gens qui me disaient c'est bluffant, c'est bluffant. Mmh. Je disais, mais tu vois bien que ce gamin qui court n'a plus de pied. Il n'y a plus son pied, il n'y a que des artefacts numériques. Oui. C'est très, très souvent, oui. Il faut affiner sa vue et regarder bien. Alors, un restaurateur c'est inévitable pour lui de voir, de regarder
l'artefact numérique qu'il peut y avoir. Vous avez l'œil du professionnel, c'est normal, c'est certain. Mais il faut être exigeant aussi en tant que public. Vous avez raison. Ouais. S'exercer à être exigeant ouais. et à exiger que l'image ne soit pas, qu'elle soit améliorée, mais qu'elle ne soit pas trafiquée jusqu'à la mystification. D'accord. Ouais. Voilà. Bien dit. Moi, j'ai vu ces outils-là surtout utilisés pour les photos. Et donc, il y a des professionnels qui ont fait des tests, qui ont pris des photos couleurs, qui les ont un peu floutées, rendues en noir et blanc, soumis à l'intelligence, à ces outils. Voilà. Et puis, ils ont comparé la réalité de ce qui est reconstitué et tout est complètement lissé, un nez un peu courbé, voilà, déviant, mais voilà, il y a un formatage et c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment, ça va dans la direction du formatage. Donc, c'est pour cela que moi, je dis il faut faire très attention parce qu'ils sont capables de rendre personne d'une couleur, d'une autre couleur, etc. Et ne pas respecter l'individualité. Quand on parle d'histoire et d'archives, de retrouver les images du passé, c'est très important que ça ne soit pas trafiqué. Et quelle est la part, en fait, de restauration mécanique, chimique, et par rapport à la part numérique, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle? Alors, nous, ce qu'on fait, on utilise un logiciel qui est Diamant. Donc, il y a des filtres qui sont des tastes, c'est-à-dire ceux qui enlèvent la poussière, des petites poussières abrasives qui sont des petites taches, des filtres noirs, des filtres blancs, si on parle de positif ou de négatif. On a des filtres qui enlèvent les rayures, etc. Là, justement, il y a toujours un humain, ça c'est un procédé mécanique. On met un peu le curseur, on dit plus, moins, baisse un peu, etc. Et puis, il y a l'humain qui va vérifier et va dire « Ah non, ça c'est pas une tâche, ça c'est une roue qui tourne, la roue du vélo qui tourne, c'est pas quelque chose que tu dois effacer, c'est l'acte de la roue, ce n'est pas une rayure. » Voilà. Donc tout ça est toujours ça se fait toujours un aller-retour entre la machine et l'œil expert de l'être humain, passionné et qui a une certaine motivation pour rester 8 heures tous les jours devant l'écran. Voilà. Vous avez d'autres questions? Désolée, je suis un peu bavarde. Non, c'est bien. On vous en veut pas. Moi, j'ai une question un petit peu plus difficile. Votre intervention a parlé de tout ce qui était technique de restauration, et tout ce qui tourne autour de la préservation du patrimoine. Est-ce qu'il y a parfois des moments où vous êtes confronté à des documents qui sont dans un tel état que la meilleure chose à faire, c'est justement de ne rien faire et de les laisser disparaître? Alors, il y a des documents qu'on met en destruction parce qu'ils sont dans un état chimique tel qu'ils représentent un danger ou parce qu'ils peuvent exploser, prendre feu, etc. ou parce qu'ils peuvent contaminer d'autres documents parce que le film développe de l'acidité et cette acidité est contagieuse. Donc, si on met un film acide à côté d'un film non acide, ça peut
ça peut mettre en danger les collections. Donc ça, on le fait. Mais avant de mettre un document en destruction, on évalue sa rareté et son importance. S'il est très rare, très important, etc., on fait tout pour le sauvegarder, au moins en garder une trace numérique. Donc, on fait des numérisations d'éléments qui sont très dégradés et on peut, si vraiment il n'y a aucun autre choix, on peut à la limite utiliser des outils qui sont très lents, mais qui sont très efficaces pour des films qui sont complètement en 1000 morceaux. On peut toujours arriver à sauvegarder, à garder une trace. Après, il y a un autre problème, qui est un problème plutôt financier, économique et politique. Politique dans le sens de politique de collection de l'archive, parce que on devrait tout restaurer, tout numériser pour rendre visible, parce que maintenant il n'existe presque plus de salles équipées en argentique, en 35 mm, en 16 mm. Donc cela veut dire que tous les films qui ne sont pas en numérique ne sont pratiquement plus visibles, ce n'est plus possible de les proposer. Et en plus, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait préserver autant que possible. On n'a pas l'argent pour tout faire, on n'a pas les moyens humains, nous, de tout restaurer. Donc, il faut choisir, il faut toujours choisir qu'est-ce que je fais passer devant, à quoi je donne priorité. Et donc, il y a des films qui peuvent rester un peu, disons, en arrière par rapport à une politique de conservation et de restauration. Merci. La réflexion que je m'étais faite en entendant votre présentation, c'était par rapport à un ouvrage assez ancien que j'avais lu qui a été écrit par Alois Riegel sur la préservation des ruines architecturales, essentiellement, à savoir ce qu'il valait mieux chercher à restaurer à tout prix ou laisser mourir une ruine et la laisser disparaître dans le paysage. Et c'est des questions qui se retrouvent à travers tout ce qui est conservation d'œuvres du patrimoine en général. Je voulais savoir si dans le domaine de l'audiovisuel, il y avait également ce type de réflexion au-delà des simples questions de moyens, en fait. Alors, je pense qu'il n'y a pas cette réflexion-là. On a une sorte de, comme je le disais, esthétisation de la ruine cinématographique, là où un film est tellement dégradé qu'il devient autre chose. Donc, il est utilisé dans le cinéma expérimental. Il y a une réflexion de ce type-là. Ce sont plutôt des artistes qui s'emparent de ce matériau et qui transforment un film abîmé en matériau. Et donc, ils l'utilisent d'un point de vue artistique. C'est beaucoup plus ça. Pour un archiviste, pour moi, il y a une beauté, sans doute. Je vous ai montré les photos, je trouve ça très beau, très intéressant. Quand je trouve mais voilà. Mais par contre, je suis heureuse de retrouver un film qui a disparu, que je croyais disparu à jamais, je le retrouve, ou quand j'arrive à identifier un titre inconnu au bataillon et pas un bon film, mais je dis c'est le drame de Biarritz, super. Voilà, pour moi c'est à chaque fois de l'excitation et de l'engouement pour avoir retrouvé et se sauver de la ruine, justement, quelque chose qui... Une drôle de question. Alors, on a énormément parlé du métier, de la destination,
Bon, ben, tout ça, c'est fait pour que ce soit regardé, tout simplement. Voilà. Mais à votre niveau, vous avez l'impression, outre en effet de travailler pour un autre type de spectateur, dans un autre temps, etc., mais il y a un nouveau spectateur là qui émerge. Ce sont les algorithmes qui sont des cinéphiles aujourd'hui. Les algorithmes adorent regarder des films, pas que des photos. Et est-ce que vous avez conscience que vous travaillez aussi pour des algorithmes présents et encore plus? Ce sont toutes ces archives, il y en a tellement. Nous ne pourrons jamais les regarder. Par contre, les algorithmes, apparemment, ils en sont très friands. Ils en sont déjà très friands. Et comment vous voyez ça pour l'avenir? C'était dans votre métier. Vous êtes, non, je suis pas de la provocation, hein, mais vous êtes au service de qui? Vous vous sentez, vous vous sentirez plus au service, on va dire, de l'humain ou plus au service d'un algorithme? Alors, moi, je suis à l'ancienne, donc je me mets au service de l'humain. Après, si l'algorithme s'empare de ce que je fais et ce que mes collègues font, voilà, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Mais personnellement, la Cinémathèque est au service de l'humain, sans doute. J'aurais une autre question. Mais aujourd'hui, la production cinématographique, c'est sur le support numérique. Oui. Alors, comment vous procédez? Comment vous avez gardé ces documents? Oui, alors, la production cinématographique d'aujourd'hui est surtout un numérique natif, mais ça peut être aussi un pellicule. Il tourne en pellicule, il développe les négatifs, et là, ils font des scans et ils font le montage, la post-prod et tout en numérique. Ah, oui, hein. Donc, aujourd'hui, nous sommes contactés par les producteurs et les réalisateurs qui nous demandent de prendre en charge la conservation des rushs et des négatifs parce que c'est trop important de les conserver en l'état. Après, pour refaire une restauration à partir du négatif, je vous dis pas ce que ça sera dans 20 ans. Mais voilà. Donc, on est sollicité de ce point de vue. Et après, bien entendu, on est sollicité aussi pour la conservation du numérique natif, des DCP, de tous les fichiers master très lourds qui prennent énormément de place dans les serveurs, qui consomment énormément d'énergie pour les conserver. Donc, nous, on est équipés, on a un serveur assez puissant, mais on est toujours en retard. Hein, on devrait déjà avoir, je ne sais pas combien de téras de plus pour en faire face aux besoins qui sont en augmentation constante. Oui, c'est une entropie terrible. C'est quelque chose d'incroyable. Et en plus, il y a aussi un système de conservation dit froid, c'est de l'archivage sur bande LTO qui nous permet de conserver de façon différente, à deux endroits différents, les mêmes fichiers, voilà, avec de la redondance, tant comme système de conservation que comme un lieu de conservation. Mais pour vous dire, quand on signe un contrat de dépôt avec un déposant, pour l'argentique, on prend toutes les responsabilités et on dit qu'on garantit la bonne conservation sur le long terme des éléments argentiques, tandis que pour le numérique, on précise qu'on ne prend pas dégager la responsabilité. Voilà, on se dégage de la responsabilité de la conservation sur le long terme, en disant ce n'est pas notre corps de métier, on n'est pas là, on n'est pas équipé pour, et on ne sait pas ce qui se passera dans 20 ans.
Si les codecs seront toujours là, Ouais, si il Comment ça faudra se faire des migrations, et on n'aura pas l'argent pour le faire, etc. C'est une course folle. Je m'excuse, j'aurais encore une autre question. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais dire de mon temps, la Cinémathèque à Paris, au Musée de l'Homme, au Trocadéro, c'est Langlois qui s'occupait de ça. Et les films étaient stockés dans les caves. Après, en banlieue, dans des zones terribles, c'était une catastrophe sans nom. Il y a eu sûrement beaucoup de pertes. Comment est la situation actuelle sur le plan des locaux, quoi, de stockage, des mètres carrés disponibles, et à qui ça appartient? C'est l'État qui finance tout ça? Ben, comme je voulais C'est loi expliquer, 1960. par exemple, ça dépend. La Cinémathèque française est une association financée presque entièrement par l'État via le CNC. La Cinémathèque de Toulouse est une association financée par 4 tutelles. La Cinémathèque de Bretagne est une association financée par la ville et la région et le CNC. Il y a des cinémathèques régionales, des cinémathèques, l'Institut Jean Vigo, il est financé par le CNC, mais surtout par la ville. Ça dépend. Chaque fois, ça change. On a des tutelles, on a des autofinancements. Il y a des cinémathèques régionales qui font commerce des films qu'ils sauvegardent. Commerce. Je veux dire qu'ils ils font payer pour faire un documentaire, on cherche des images de Rennes 1920, on vend les images des films amateurs, etc., pour lesquels on a contractualisé les ayants droit. Et là, ils ont un peu d'entrée pour continuer à prendre en charge la conservation des films. Où sont conservés au niveau numérique? Vous avez dit qu'il y avait une redondance, etc. Est-ce que c'est bien en France? Ah oui, oui. En France, c'est pas le cloud, c'est vraiment c'est des trucs. On n'est pas chez Amazon, on n'est pas chez Google. Non. Nous, on a des petites solutions de stockage internes, mais il y a aussi, par exemple, la BNF, il y a l'INA, la BNF, il y a le CNC qui a mis en place un MAN chez Ivanti, qui est un laboratoire. Voilà. Je vois que j'ai un peu monopolisé la parole. Les questions sont formidables, on se régale à vous entendre, mais on a quand même d'autres présentateurs ou participants qu'il faut mettre en position d'expliquer. Merci infiniment. Merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant.